Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous accueillir à cette séance d'information sur le processus d'appel de proposition de la Direction générale des partenariats pour l'innovation dans le développement. Mon nom est Paul Sanson et je suis le sous-ministre adjoint chargé de cette direction générale. Notre intention est de vous présenter une mise à jour, surtout sur le processus d'appel des propositions, qui est le principal mécanisme de programmation de la Direction générale. C'est la première fois que la Direction générale utilise la technologie de la webfusion. Donc, nous vous demandons d'être clément si nous accusons des retards de transmission. Nous croyons que cet essai préparera le terrain à d'autres communications avec vous au moyen de cette technologie. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à ce sujet. Quand j'aurai terminé mon allocation, je céderai la parole à un collègue qui vous donnera quelques conseils sur le processus et le formulaire de demande. Il y aura ensuite une période de questions. Vous êtes invités à présenter vos questions sur le processus d'appel de proposition et le formulaire de demande par écrit en appuyant sur le bouton « Participer » qui vous verrez à l'écran. Nous répondons à autant de questions que possible dans le temps qui nous est alloué. Cette séance est limitée à 1 heure au total. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à des questions au cours de cette séance en ligne, nous y répondrons plus tard par écrit et afficherons les réponses dans notre site Web. Si vous avez des questions qui portent sur des appels en cours, veuillez les acheminer conformément aux consignes données sur le site Web du ministère. Les réponses à ces questions seront ensuite affichées dans la foire aux questions de l'appel de proposition visée sur notre site Web. Vous pouvez présenter ces questions jusqu'à 2 semaines avant la date de la clôture de l'appel, date à laquelle vous devrez donc porter attention. De cette façon, nous sommes certains que tous les demandeurs potentiels ont l'accès à l'information en même temps, le but étant d'assurer un processus ouvert, équitable et transparent. Nous recevons un nombre élevé de questions, mais nous efforcerons d'y répondre aussi rapidement que possible. J'aimerais également vous rappeler que cette séance est enregistrée et qu'elle sera accessible à partir de notre site Web aux fins de visionnement. Je tiens à préciser que le ministre Paradis et le ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada se sont engagés à renouveler et approfondir notre collaboration avec nos partenaires, comme nos partenaires de la société civile canadienne avec qui nous partageons 45 ans de coopération en matière de développement. Le lancement récent de 4 nouveaux appels de proposition en est une preuve. Comme vous le savez sans doute, la Direction générale des partenariats pour l'innovation dans le développement compte maintenant 4 appels de proposition en cours qui concernent le programme de coopération volontaire, le programme de stages internationaux pour les jeunes, l'initiative de stages internationaux pour les jeunes autochtones et finalement le Fonds pour l'octroi des bourses d'études pour les dirigeants africains de demain en mémoire du feu Nelson Mandela. Je tiens également à attirer votre attention sur la déclaration récente dans laquelle le Premier ministre annonçait l'intention de lancer en septembre un nouvel appel de proposition concernant la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Avec le lancement de ces nouveaux appels de proposition, lesquels reposent sur des processus et des formulaires mis à jour, nous tenons à ce que nos partenaires soient au fait de ces processus et ces outils, ce qui explique pourquoi nous tenons la présente séance. Certains d'entre vous ont demandé que sont les partenaires pour l'innovation dans le développement. Il s'agit d'un nouveau nom qui était la Direction générale du partenariat avec les Canadiens de l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international. Nous prévoyons que les appels de proposition constitueront le principal mécanisme auquel
nous aurons recours pour trouver et évaluer des futurs projets. Comme j'ai mentionné, le ministère compte au cours des prochains mois de renforcer sa collaboration et ses consultations auprès des partenaires canadiens de la société civile. Des informations à jour à ce propos seront diffusées dans notre site web, entre autres dans les allocations et les communiqués du ministre Paradis. En conclusion, j'espère que cette présentation vous a renseigné un peu sur les contextes actuels dans lesquels on travaille et j'ai la conviction que nous entrons dans une ère créative et redynamisée de notre collaboration avec la société civile canadienne. Grâce à votre aide à des solides idées en matière de programmes, je crois que nous pourrons faire le preuve de la valeur ajoutée canadienne et de l'importance continue de la société civile dans le cadre des contributions du Canada au développement international. Si vous avez des questions concernant l'un ou l'autre des points dont j'ai parlé, je vous invite à vous servir du bouton « Participer » pour m'envoyer des questions à n'importe quel moment. À ceux et celles qui comptent participer à l'un des appels de proposition en cours ou à venir, je souhaite la meilleure des chances. Je cède maintenant la parole à Marc Lusignan, directeur général de la Direction de la gestion des subventions, des contributions et des marchés, qui vous parlera du processus de demande du formulaire en tant que tel. Merci bien. Merci, Paul. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui puis avoir l'opportunité de présenter un peu le processus d'appel de proposition et, entre autres, en particulier, le formulaire de demande en particulier. Le nouveau processus de programmation a été lancé en janvier 2013. Au cœur du processus, le nouveau formulaire de demande, accessible à tout demandeur de subventions et de contributions dans le monde entier, qui comprend toutes les exigences du ministère qui sont annoncées et qui traite d'une façon ou qui nous aide à traiter d'une façon équitable tous les demandeurs. On vous demande d'utiliser ce formulaire pour présenter une proposition non sollicitée en tout temps ou chaque fois que le ministère lance un appel de proposition, comme c'est le cas aujourd'hui. Tous les appels de proposition sont ouverts à une multitude de demandeurs. Le MAISD établit des résultats de haut niveau et invite les demandeurs à présenter leurs propositions qui contribueront à l'obtention de ces résultats. Le ministère a des normes minimales d'information que le demandeur doit respecter. Le ministère personnalise chaque appel en fonction de ses exigences. Ainsi, il pourra l'ouvrir à une région géographique précise, par exemple uniquement aux organisations canadiennes, ou le limiter à un thème précis, par exemple la santé des mères et des enfants. Le ministère exige que tous les demandeurs respectent la norme minimale d'information. Peu importe le pays ou le secteur, toutes les propositions doivent traiter des 9 critères exigés. Ces mêmes 9 critères sont exigés pour les propositions non sollicitées, sans égard au pays demandeur ou au pays bénéficiaire ou thème. Pour certains appels de proposition, le MAISD peut avoir des critères d'évaluation supplémentaires afin de s'aligner avec le thème spécifique de l'appel. Les demandeurs sont tenus de répondre aux critères supplémentaires. Ils ne peuvent se contenter à répondre aux 9 critères minimaux que vous voyez à l'écran. Là, vous êtes maître de la conception du projet. Les données de votre modèle logique rempliront automatiquement le formulaire de demande ainsi que le tableau 2, cadre de mesure de rendement, et le tableau numéro 6, budget par activité.
cliquez sur le signe « plus » pour ajouter un autre résultat ou activité. Une fenêtre s'affichera. Cliquez sur le sigle X pour supprimer un résultat ou une activité. Sur la première page du formulaire de demande, il y a un compte-page, lequel indique au demandeur le nombre de pages qu'il a entrées. Sur la première page du formulaire de demande, il est indiqué que la limite de 30 pages s'applique à l'information entrée par le demandeur et non pas au nombre de pages réelles une fois que le formulaire est imprimé. Aucun mécanisme informatique n'a été intégré au formulaire de demande pour empêcher d'accéder le nombre limite de pages. Par contre, le formulaire émet un message d'avertissement. Le ministère vous offre plusieurs ressources sur le site Web du MESD. Vous êtes invité à utiliser tous les outils et notes d'orientation pour toute proposition que vous soumettez au ministère. Et vous voyez ça à l'écran à l'instant. Vous êtes tous invités à présenter une proposition, mais il n'y a aucune garantie que vous recevrez des fonds. Dans le cadre d'un appel de proposition, le ministère ne peut financer toutes les demandes reçues et a le droit d'annuler un appel. Vous ne pouvez présenter un document conceptuel ou une version préliminaire de la proposition. Vous n'avez qu'une seule chance de présenter une version définitive. Et on souligne qu'aucun coût encouru pour préparer et présenter une proposition ne sera remboursé. Si après la séance d'information, vous avez des questions ou si vous voulez plus d'informations, voici une liste de ressources pour vous. Je pense qu'ils sont à l'écran maintenant. Vous pouvez communiquer avec le ministère avec l'une ou l'autre des adresses précitées. Vous ne pouvez communiquer directement avec un fonctionnaire du MESD pour poser des questions au sujet d'un appel. Si vous posez une question au MESD par l'un ou l'autre de ces voies, le ministère ne répondrait pas individuellement aux questions sur un appel précis. Si la question est d'intérêt général, le ministère pourrait publier sa réponse dans la foire aux questions de l'appel, laquelle se trouve dans son site Web. Alors, je vous remercie pour l'opportunité, encore une fois, de vous adresser. Et maintenant, on vous invite à poser des questions. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je prends mon temps pour m'assurer que tout fonctionne bien côté technique. Oui, alors, merci beaucoup à tout le monde. Bienvenue. Nous allons maintenant prendre des questions. Je sais que nous avons déjà reçu. On s'excuse si vous nous voyez regarder déjà les ordinateurs. Les questions viennent ici par mail et ça nous permet de lire la question pour pouvoir les répondre. Alors, s'il vous plaît, soyez un petit peu patient avec nous. Nous allons, en attendant que les questions arrivent, nous allons commencer déjà avec certaines questions que nous avons déjà reçues dans le contexte des appels de propositions qui sont actuellement ouvertes, des questions de nature un peu plus générale, qui seront peut-être utiles pour tout le monde. Et alors, mon collègue ici va commencer avec une question pour vous. Bonjour. Nous avons reçu cette question. Est-ce qu'une organisation internationale canadienne doit s'inscrire sur partenaire à développement avant de faire une demande de financement lorsqu'il y a un appel de proposition? Et la réponse, oui. Toute organisation canadienne qui veut soumettre une demande dans le cadre de cet appel doit créer et mettre à jour le profil de son organisation au moyen du portail partenaire à développement. Une deuxième question. Faut-il soumettre une proposition complète avant la date butoir ou peut-on soumettre un document conceptuel avant la date butoir, suivi d'une proposition complète plus tard?
La réponse, non. Afin d'évaluer efficacement les propositions et d'offrir une orientation claire et un accès constant à tous les demandeurs, le ministère n'accepte pas les documents conceptuels. Le ministère évalue uniquement les demandes dûment remplies qui répondent à toutes les exigences énoncées dans le formulaire de demande. Je passe la parole. Merci. Alors, une autre question assez typique que nous avons reçue aussi. Une organisation qui présente une demande doit-elle avoir un partenariat déjà établi avec le partenaire local proposé ou peut-elle créer un nouveau partenariat pour cette initiative? Alors, la réponse est que non, l'organisation est libre de présenter une demande pour une initiative avec des partenaires locaux et ce, qu'il s'agisse de partenariats existants ou nouveaux. Alors, c'est à l'organisation d'établir ce partenariat. Merci. Bon, une autre question typique qui peut causer quelques confusions, mais voilà, on va essayer de la répondre comme il faut. La question est, est-ce qu'on ne peut pas indiquer dans le formulaire de demande la capacité et l'indépendance financière de plus d'une organisation? Dans le cas des organisations qui présentent une demande en tant que consortium, le ministère pourrait-il donner des directives sur la façon de fournir l'information sur tous les membres du consortium? La réponse est que si le consortium n'a pas son propre statut juridique, c'est l'organisation principale qui devra présenter la demande et fournir l'information financière requise. Les détails sur l'expertise de chaque membre du consortium doivent être fournis à la section du formulaire 9.1 dans le profil de l'organisation et à la section 9.3 sur l'expérience pertinente du demandeur. Voilà. Une autre question. La proposition et les annexes peuvent-elles être soumises dans une combinaison d'anglais et de français? Par exemple, peut-on soumettre les annexes des pays et les formulaires d'information sur les partenaires en français ou en anglais, ou les deux, selon la langue préférée du pays? La réponse, oui. Les propositions, y compris les annexes, peuvent être soumises en anglais ou en français, ou dans une combinaison des deux langues officielles. OK. Une autre question alors? L'évaluation indépendante, c'est dans la section 9.4 du formulaire, qui doit être téléchargée. Doit-elle être en lien avec les 3 exemples d'initiatives qui sont donnés ou elle peut être par rapport à un autre projet? Que faire si notre organisation n'a pas eu d'évaluation indépendante? La réponse, c'est que ce n'est pas obligatoire de soumettre les évaluations indépendantes. C'est demander si elles sont disponibles. Ça nous permet de regarder, ça donne un plus ample information pour pouvoir évaluer la capacité du partenaire ou l'expérience dans ce domaine. C'est tout. Merci. Une prochaine question. Quels documents à l'appui sont requis pour démontrer l'admissibilité? Tous les documents à l'appui qui sont requis pour démontrer l'admissibilité du demandeur sont clairement énumérés dans la section « Conditions d'admissibilité » du formulaire de demande. Vous verrez toutes les déclarations, ainsi de suite, dans le formulaire même. Merci. Nous venons de recevoir notre première question en ligne. Alors, je répète, sur le site Voyage Canada, il est écrit « République du Congo-Brazzaville. Évitez tout voyage non essentiel. » Serait-il possible de considérer ce pays comme pays principal du projet ou bien peut-il être considéré comme pays secondaire où des actions de projet pourront aussi avoir lieu? La réponse? Veuillez noter que les conseils et avertissements par pays du gouvernement du Canada doivent être respectés lors de l'envoi des Canadiens à l'étranger. Le ministère se réserve le droit de retenir tout financement lorsqu'il diffuse aux Canadiens un avis. Évitez tout voyage ou évitez tout voyage non essentiel à l'échelle du pays ou d'une région. Veuillez en tenir compte et consulter le site Web régulièrement au moment de préparer la demande. Merci. Alors, j'ai une question ici qui a été soumise.
pouvons-nous soumettre des demandes non sollicitées, et ce, en tout temps? Et la réponse, c'est oui. Les demandes non sollicitées peuvent être soumises en tout temps. Ce ne sont pas liés aux appels. Les appels ont un temps d'ouverture et de fermeture pour soumettre une proposition c'est des dates précises. Dans le contexte de demande non sollicitée, ça peut être à n'importe quel moment. Et ils seront évalués selon les priorités du programme ou pays ou initiative où ils font référence. Alors, la réponse vient en fonction de l'évaluation et la pertinence de la proposition. Nous venons de recevoir une autre question. Quel est le pourcentage de la contribution que l'organisation doit fournir? La réponse: ceci dépend de l'appel sur lequel vous faites la demande. Veuillez consulter les lignes directrices de l'appel. Alors, je vais peut-être répondre à celle-là, oui. La question, pouvons-nous soumettre une proposition en utilisant notre propre modèle? Et malheureusement, non. Depuis, comme a présenté M. Marc Lusignan dans sa présentation, depuis janvier 2013, nous avons lancé ce nouvel processus avec un formulaire de demande qui précise exactement les critères nécessaires pour pouvoir faire la décision pour attribuer des fonds envers des initiatives en développement. Alors, le formulaire détaille exactement ce que nous avons besoin et permet aussi à expliquer l'initiative de la part de l'organisation. Alors, la réponse non. Maintenant, il faut utiliser le formulaire de demande. Merci. J'ai une autre question. Celle-ci, ça concerne le budget. Dans quelle catégorie de coûts admissibles doit-on inscrire les allocations de subsistance, logement, nourriture et non la rémunération des stagiaires volontaires pendant leur affectation terrain? Et s'agit-il aussi de frais de formation des volontaires concernant les frais de formation des étudiants et des stagiaires? Donc, la réponse pour cette question, c'est les coûts admissibles doivent être listés sous la section 8. Une réponse plus détaillée, on pourra la fournir dans les jours qui viennent, affichée sur le site des appels, la foire aux questions des appels de proposition. Merci. OK, je vais prendre une prochaine question. Alors, la question, c'est quelle importance ou valeur sera accordée à l'expérience et à la feuille de route de l'organisation, de l'organisme soumissionnaire, dans l'ensemble des critères? Alors, la réponse, c'est que c'est le critère numéro 9 pour ceux qui n'ont pas encore peut-être parcouru le formulaire, et ça examine la capacité du demandeur. Cela fait partie des 9 critères essentiels qui doivent être examinés pour ceux qui vont faire l'évaluation des propositions. Alors, c'est un parmi les 9 et l'importance de ce critère parmi les autres, c'est pareil dans le sens qu'il faut pouvoir démontrer un certain niveau pour pouvoir démontrer la capacité, bien que l'importance d'un critère par rapport à un autre, quand ça vient à pouvoir comparer entre les différentes propositions, cette question tombe sur les programmes en fonction de l'appel de proposition. Parce que dans un appel de proposition, on va devoir peut-être mettre plus d'emphase sur un aspect de ce que nous cherchons à faire dans les résultats par rapport à un autre appel ou peut-être si jamais il y avait un appel pour faire quelque chose pour les filles en école. Mais alors, ça voudrait dire que la section genre et la démonstration des aspects genre parmi le formulaire serait plus important en comparaison avec les autres propositions. Alors, c'est un parmi les autres. Il faut pouvoir le démontrer, il faut pouvoir rencontrer ce critère. Mais après ça, dans la décision de quelles propositions seront recommandées, ça tombe au programme pour pouvoir évaluer ça en fonction de l'ensemble des propositions. La prochaine question. Lors d'un appel, à part les documents demandés, peut-on ajouter des annexes? Si oui, comment et où? La réponse,
Seulement les annexes qui sont publiées dans le formulaire de demande vont être revues. Alors, je pense que c'est moi encore une fois. Oui. La question, est-ce que les 3 exemples d'initiatives au point 9, alors encore sur le point 9, doivent être en lien direct avec l'appel? Par exemple, pour PSU, des exemples de stages de même type. Alors, la réponse, c'est vos exemples devraient refléter le thème de l'appel, oui. Et au point 9, ça devrait démontrer la capacité de l'organisation. J'ai une question ici typique qui nous parvient assez fréquemment. La question est, qu'entendez-vous par contribution en nature? La réponse, la contribution en nature renvoie à un matériel, des services, des biens auxquels on peut attribuer une valeur monétaire. Et il s'agit aussi de la contribution que peut faire une organisation dans le contexte du partage de coûts qui est souvent obligatoire dans le contexte des appels de proposition. Merci. La prochaine question. Nos membres désirent savoir si les appels de proposition de plus de 2 millions ou moins de 2 millions seront lancés. La réponse, s'il vous plaît, consultez notre site Web des appels de proposition sur une base régulière. Geneviève? Oui. Oui. Alors, prochaine question. Sur quel formulaire se base-t-on pour déposer une demande non sollicitée? Alors, ça, c'est ça fait partie des liens qui ont été fournis dans la présentation. Alors, si vous pouvez regarder, je ne sais pas si vous pouvez déjà consulter ce qui a été donné ou pas, mais pour le site Web du ministère, si vous allez directement sur le site Web et vous descendez un petit peu, il y a un lien qui s'appelle... Oh, excuse-moi. Oh, excuse-moi. Oui, un lien qui s'appelle « Demande de financement ». Et c'est là où vous trouvez le formulaire général qui est utilisé pour les demandes non sollicitées. C'est aussi disponible, si je ne me trompe pas, sur la page pour les appels. Merci. OK, je peux continuer. En lien avec la question qu'on a présentée tantôt, la question est: comment allez-vous évaluer la capacité financière d'un consortium si seulement une organisation principale fournit l'information? La réponse: uniquement l'organisation principale du consortium, désignée par le consortium, doit fournir l'information et il est entendu que cette organisation principale doit être en mesure de rencontrer les critères d'admissibilité. Merci. Nous recevons d'autres questions, mais on va passer à des questions qui ont été posées auparavant. Oui. On ne peut pas indiquer dans le formulaire de demande la capacité et l'indépendance financière de plus d'une organisation. Dans le cadre des organisations qui présentent une demande en tant que consortium, le ministère pourrait-il donner les directives sur la façon de fournir l'information sur tous les membres du consortium? Dans le formulaire, on demande l'information sur la capacité et l'indépendance financière de la personne morale qui présente la demande. Si le consortium n'a pas son propre statut juridique, l'organisation principale devrait présenter la demande et fournir l'information financière requise. Les détails sur l'expertise de chaque membre du consortium doivent être fournis à la section 9.1 dans le profil de l'organisation et à la section 9.3 sur l'expérience pertinente du demandeur. Je peux prendre une prochaine question qui est une question que nous recevons souvent. C'est un peu technique, mais peut-être certains parmi vous apprécieront un peu la frustration pour pouvoir télécharger le formulaire. Alors, si vous n'arrivez pas à pouvoir le faire, que devez-vous faire? D'abord, il faut essayer d'utiliser la version la plus récente d'Internet Explorer. La raison est tout simplement que les paramètres par défaut avec Google Chrome
vont aller chercher un autre logiciel pour ouvrir le formulaire qui ne permet pas de l'utiliser comme il faut. Il faut enlever les paramètres par défaut pour utiliser Google Chrome. Le plus simple, c'est de sauvegarder le formulaire sur votre ordinateur et réouvrir avec Adobe. C'est un peu technique, les questions sont déjà affichées, mais c'est un problème avec la façon que les différents logiciels sont installés sur les ordinateurs. Merci. Je peux passer à une prochaine question typique. C'est une question qu'on reçoit assez souvent. Excuse-moi. Qu'entendez-vous par le partage des coûts? Le partage des coûts a trait à la nature et la part relative des ressources que l'organisation et le ministère affecteront chacun à l'initiative. Ça indique le maximum de la contribution du ministère et un minimum d'habitude que le partenaire, l'organisation vont contribuer. Et c'est, comme j'ai dit auparavant à l'autre question, concernant l'autre question, c'est un critère qui est souvent dans les appels de proposition. Merci. OK. Je vais prendre une autre question, moi, en attendant que nous recevons d'autres questions, peut-être. C'est une autre question assez typique que nous avons reçue plusieurs fois par rapport au processus. Alors, dans ce cas-ci, spécifique aux appels de proposition, mais pourquoi ça peut prendre longtemps pour avoir une réponse? La réponse, c'est que dans le processus d'appel de proposition, et ça fait référence un peu à ce que je disais il n'y a pas très longtemps sur le processus de comparaison en fonction des critères et l'importance d'un critère par rapport aux autres, il faut être capable de regarder l'ensemble des propositions reçues pour pouvoir juger lesquelles sont les plus pertinents par rapport aux résultats escomptés. Ce qui veut dire que tout le monde recevra une réponse en même temps pour permettre que ce processus soit aussi transparent et équitable que possible. Alors, ceux qui sont recommandés le seront en même temps que ceux qui sont rejetés. Ce qui est différent par rapport aux critères d'éligibilité qui sont évalués avant de pouvoir avancer dans le processus. Parce que s'il y a un critère d'éligibilité qui n'est pas rencontré, cette proposition est tout de suite éliminée avant même de faire l'évaluation. Merci. Je voudrais confirmer que les questions spécifiques à un appel qui est ouvert sur notre site Web ne seront pas répondues ici pendant cette session, mais devraient être soumises en ligne par le processus qui est invité sur notre site Web. J'ai une autre question qu'on peut adresser. Le ministère assurera-t-il la confidentialité des renseignements fournis dans le formulaire de demande? Les demandes, y compris les documents à l'appui, ce qui est important, remises au ministère, sont assujetties à la loi sur l'accès à l'information et à la loi sur la protection des renseignements personnels du gouvernement du Canada. En conséquence, toute information présentée dans votre demande pourrait être communiquée sur demande en vertu de l'une ou l'autre de ces deux lois. Donc, quelque chose à retenir. On pourrait passer à d'autres questions. Une autre question qui a été soumise auparavant. Que signifie UTC et pourquoi utilise-t-on ce sigle? L'UTC, ou temps universel coordonné, est la référence pour l'heure officielle dans tous les pays. Les fuseaux horaires mondiaux sont exprimés en écart positif ou négatif par rapport à l'UTC. L'UTC a remplacé le temps moyen de Greenwich, TMG. Alors, l'UTC -4 correspond à l'heure normale de l'Est. Alors, je vais prendre une autre question que nous avons reçue plus qu'une fois. Pouvons-nous soumettre plusieurs propositions pour différents projets visant différents pays? Alors, absolument. C'est libre à vous de déterminer le nombre de propositions que vous voulez soumettre et de présenter ça au ministère, quels que soient les programmes ou les pays, ou même la fréquence à laquelle vous voulez les présenter. Merci. On a reçu une autre question, une très bonne question. Est-ce que des partenaires internationaux sont admissibles dans un consortium? Par exemple, une entité américaine est-elle éligible à se joindre à notre consortium? Une agence multilatérale, par exemple. La réponse est oui. Cependant, c'est uniquement l'organisation canadienne qui peut être le partenaire principal, le demandeur
de la proposition. Merci. Une autre question. Les appels seront-ils ouverts aux organisations d'autres pays que le Canada? La réponse, en ce moment, les partenaires du développement en innovation acceptent seulement les applications d'organisations canadiennes. Je vais faire celui-là. On pourrait faire, oui, on a une autre question relative au budget qu'on a reçu. Nous dressons le budget de nos projets en fonction des salaires courants à l'échelle locale. Sommes-nous censés aligner ces coûts sur les exigences canadiennes? En tant que ministère du gouvernement du Canada, c'est certain que le ministère exige qu'on lui indique les renseignements budgétaires des coûts directs, de tous les coûts dans le budget en dollars canadiens. Donc, c'est les demandeurs internationaux qui devront apporter les modifications et faire les conversions de devises nécessaires. Merci. Je peux faire une question assez générale aussi. Oui. Alors, on reçoit souvent des questions par rapport au processus et pourquoi le processus a-t-il été établi de cette manière. Alors, au début de tout ça, dans le développement du processus, l'idée, c'était d'établir un processus qui était plus transparent, où les partenaires avaient accès aux informations nécessaires pour pouvoir fournir, dès le départ, l'information nécessaire du côté des fonctionnaires pour pouvoir analyser et évaluer les propositions et faire une recommandation. Cela permet un accès équitable pour tous les partenaires aux mêmes opportunités de financement. Merci. Une autre question. Le ministère accordera-t-il préférence aux anciens ou aux nouveaux partenaires dans la sélection des propositions retenues? La réponse, aucun partenaire ne se verra accorder une préférence. Les partenaires éventuels seront évalués sur la base du mérite de leurs propositions. Je vais passer à une autre question. Les sous-traitants enregistrés aux États-Unis sont-ils permis? Et la réponse, oui. Ils sont permis. Oui, j'ai une autre question ici. Dans le formulaire d'information sur les partenaires locaux, il y a de l'espace pour que 95 partenaires locaux puissent être indiqués, je crois. Est-il possible de fournir plus d'un formulaire d'information sur les partenaires locaux si nous avons plus de 95 partenaires locaux? La réponse est d'utiliser le formulaire qui est fourni pour indiquer les partenaires qui sont directement impliqués dans le projet. Et dans ce sens, le nombre de lignes qui sont dans le formulaire devrait être suffisant. Merci. Je peux passer à la prochaine question, si vous voulez. J'ai une question ici. Oui. Alors, y a-t-il une version française du document Funding Application Guidelines for Non-Governmental Organizations? La réponse est nous affichons toujours des documents dans les deux langues. Alors, si c'est affiché sur le site Web, absolument que c'est disponible dans les deux langues. Si vous ne réussissez pas à le trouver, communiquez directement avec nous et nous pouvons envoyer le hyperlien. Et les renseignements pour communiquer avec nous étaient dans la présentation, mais c'est aussi sur les pages d'appel. Merci. J'ai une autre question qu'on pourrait répondre, qu'on a reçue auparavant. Le taux de frais généraux s'applique-t-il aux demandeurs internationaux? Quand il s'agit d'organisations internationales, le ministère négocie le taux des frais généraux au cas par cas. Donc, la réponse est que c'est une négociation qui se fait au cas par cas pour ces organisations internationales. Le taux de frais généraux est convenu par les parties au moment de la négociation de l'accord de contribution. Merci. Peut-être, je crois que... Il y a une autre? Oui. Ah non, je viens de répondre à celle-là. OK, ça s'en vient. Les questions et les réponses s'en viennent. Bien, les réponses sont dans nos têtes, mais on essaie de vous trouver des questions intéressantes en attendant que les questions arrivent. Ça, on a déjà fait. Est-ce que tu as une question? Ah oui, là. Bon. Dans la section 9.1, alors la section qui a déjà suscité plusieurs questions, du formulaire de demande pour les non-sollicités, dans le cas d'un consortium, doit-on présenter le profil de toutes les organisations membres du consortium ou seulement celui qui prend le lead?
Alors, vous devrez fournir l'information de l'organisation principale. Encore une fois, c'est cette organisation-là qui sera utilisée pour évaluation de la proposition. Mais vous pouvez fournir d'autres informations pour d'autres membres du consortium. Je pourrais compléter ça en disant que dans le formulaire, dans la section des critères d'admissibilité, il y a des instructions assez claires pour ce qui concerne les membres d'un consortium. Il y a aussi la section sur le rôle et responsabilités des membres du consortium aussi dans le formulaire. Merci. OK. On a fait pas mal. Voici une autre. Je prends toutes les questions concernant les partenaires internationaux. Une autre qui nous a été parvenue auparavant. Une organisation internationale doit-elle trouver un partenaire canadien pour pouvoir présenter une demande? Doit-elle trouver un partenaire local? La réponse, c'est que les organisations non gouvernementales internationales peuvent présenter une proposition non sollicitée si elles satisfont aux critères d'admissibilité publiés. Elles sont libres de former un partenariat avec des organisations non gouvernementales canadiennes ou locales. Pour ce qui est pour les appels de proposition, les critères d'admissibilité, de partenariat sont indiqués clairement dans les formulaires de demande. Merci. Il y a une là que je pense qu'on peut faire. Est-ce que c'est... Oui, voilà. Ici. Voilà. Alors, que comprend la limite de 30 pages pour la demande? Par exemple, le cadre logique, registre de risque et le budget sont-ils inclus dans les 30 pages? C'est une excellente question et M. Marc Lusignan a fait référence un peu à cette question quand il a fait sa présentation. La réponse, c'est que l'information qui est comptée dans la réponse, c'est tout simplement, c'est un compte technique qui est fait derrière le formulaire dans la façon que ça a été construit. Ce n'est pas forcément les pages qui sont comptées, mais les caractères qui sont ajoutés au formulaire. Alors, en ce qui concerne un tableau, c'est le nombre de caractères qui sont dans le tableau, qui sont ajoutés par l'organisation, qui sont comptés. Ce qui veut dire que si vous avez un tableau que vous avez rempli, finalement, dans le compte de page, ça ne compte pas pour une page. Ça continue à compter jusqu'à temps que tous les caractères qui sont comptés pour une trentaine de pages finissent. Mais il y a une indication au début du formulaire qui vous permet d'avoir jusqu'où vous êtes rendu en remplissant le formulaire. Merci. Oui. Oui, ça c'est peut-être dans le contexte des appels que tu pourrais faire cette question, oui. Une autre question soumise auparavant. Une organisation internationale peut-elle présenter une proposition dans le cadre de cet appel? La réponse, non. L'organisation principale doit être une organisation canadienne et doit aussi être dûment constituée en société au terme des lois provinciales, territoriales ou fédérales du Canada et avoir son siège principal au Canada. Une organisation canadienne peut cependant former un consortium avec des partenaires étrangers. Il y a une autre question, si vous voulez la prendre, Monroe. OK. La numéro 1. Si l'on désire déposer plusieurs demandes, faut-il déposer les 2 déclarations du ministère pour chaque demande, même si elles sont communes aux 3 appels de proposition? Déclaration de non-corruption, déclaration concernant les montants à souffrance, par exemple. La réponse, oui. Vous devez soumettre tous les documents requis pour chaque appel. OK. Et il y a une nouvelle question. Dans le cas de la présentation d'une proposition en consortium, quels sont les critères d'éligibilité pour l'organisation principale? Mais déjà, les critères d'éligibilité pour une proposition sont indiqués. Pour chaque appel de proposition, ils sont indiqués au début du formulaire. Il y a toujours un minimum qui est demandé dans tous les formulaires de demande. Dans le cas d'un appel de proposition, il se peut qu'il y ait des choses qui sont précises pour l'appel de proposition. Alors, on vous dit toujours de vérifier les critères qui sont demandés dans l'appel de proposition même. Bon. La section 9.2.
question. Oui, celle qui vient d'arriver, c'est peut-être Celle. avant, je crois. On a Désolée. Une bonne question C'est ici, pas, oui. qui auparavant on a reçu. Oui, d'accord. Pouvons-nous, alors ça c'est encore, ça fait partie des, en fait, ce que nous utilisons ici pour essayer de vous indiquer certaines questions qui sont déjà arrivées ici, ça fait partie de l'information qui est sur le site, sur les foires aux questions pour les appels de proposition qui sont ouverts actuellement et aussi pour le processus de façon générale. Ça nous permet de répondre à certaines questions qui reviennent assez souvent. Alors ici, pouvons-nous améliorer et présenter de nouveau une demande rejetée par le ministère? La réponse est oui. Si la proposition a été rejetée, vous pouvez resoumettre une nouvelle proposition. Il n'y a pas nécessairement un temps limite ni un nombre de fois. Libre à vous de décider qu'est-ce qui est stratégique de votre côté. Toute demande doit satisfaire aux exigences énoncées dans le formulaire de demande et sur le site web du ministère. Alors, il faut quand même que ça rencontre les critères, les 9 critères dont on a discuté et les liens qui font référence à pouvoir expliquer les politiques ou le type d'information qui est nécessaire dans chaque section. Tous ces liens-là se trouvent à la fin du formulaire dans l'annexe 1 et ça indique où aller sur le site pour aller chercher plus ample information. Oui? Alors, une question pour moi. Vous avez dit qu'à ce moment, vous offrez les fonds seulement aux organisations canadiennes. Je pense que c'est peut-être dans la réponse que tu avais donnée. Est-ce que ça s'applique seulement aux appels de proposition ouverts à ce moment ou aux propositions non sollicitées aussi? Alors, les appels affichés actuellement sont limités. Les appels qui sont ouverts actuellement sont limités aux organisations canadiennes, ça c'est vrai. Mais les propositions non sollicitées sont ouvertes à toutes les organisations internationales tout le temps. Et selon l'appel de proposition qui est ouvert à un moment donné, ça va quand même indiquer si c'est seulement pour les organisations canadiennes ou internationales. Une autre question. Alors, y a-t-il un budget minimum pour une proposition de projet dans une demande de financement non sollicitée? La réponse est non. Ce n'est pas forcément le budget qui est important quand nous évaluons, c'est les 9 critères et c'est à savoir si c'est en lien avec les priorités et les activités dans un tel pays ou secteur pour le ministère. Merci. Voilà, alors on attend encore des questions? Celle-là qui était parvenue, c'est une bonne question. Oui. Alors, les demandeurs sont-ils tenus de présenter tous leurs documents dans l'une des 2 langues officielles du Canada? La réponse est oui. On peut l'avoir, et je sais que mon collègue il a déjà répondu en partie à cette question, mais on peut les avoir dans les 2 langues ou une des 2 langues, mais nous n'allons pas évaluer une proposition qui n'arrive pas dans soit anglais ou français, les 2 langues officielles du Canada. Merci. Je peux prendre une autre? Est-ce qu'on a déjà fait ça? Je pense pas. Non, ça c'est une bonne question. Oui. Alors, ça reprend encore une fois certains éléments de la présentation, mais pouvons-nous soumettre un document de conception en vue de recueillir des commentaires avant de présenter une demande dûment remplie? La réponse est non. Ça fait partie des changements que nous avons mis en place avec le lancement du nouveau processus en janvier 2013. Et c'est pour pouvoir avoir un processus plus transparent et équitable à tous, ce qui veut dire que nous recevons les propositions complètes avec tous les éléments d'évaluation nécessaires qui permettent à prendre une décision, ce qui veut dire qu'il n'y a personne qui va donner des commentaires sur une version ébauche. Maintenant, c'est toujours à partir de la version finale. Merci. Je crois qu'il y a une Moi, question. j'ai reçu une autre. La SAT, oui, aussi. Pourriez-vous, s'il vous plaît, clarifier le point 9.2 sur la capacité locale? La réponse, la section 9.2 décrit la capacité du partenaire local à livrer les résultats dans un contexte d'expérience passée avec d'autres organisations canadiennes ou internationales. Tu veux prendre celui-là? OK. Oui.
Est-ce que ce sera le même comité qui va évaluer chaque proposition? La réponse, nous convoquons des équipes différentes pour chaque appel. Des équipes regardent des propositions différentes. Je peux prendre encore une autre question des foires aux questions. Celle-là revient souvent, alors c'est une bonne question aussi. Existe-t-il une liste de contrôles qui permet de s'assurer que la demande est complète? La réponse est oui. Le formulaire de demande contient des instructions détaillées et une liste de contrôles qui peut vous aider à remplir et d'assurer que vous avez complété tous les éléments nécessaires avant de soumettre. Alors, avant de soumettre, vérifiez que vous avez fourni tous les renseignements exigés dans le formulaire et dans le cas des appels de proposition, référez-vous aussi à la page d'appel qui décrit les éléments qui sont spécifiques à cet appel-là. Alors, à inclure à ce sujet, c'est le formulaire de demande, la lettre de constitution en société ou la preuve de situation juridique, les 2 états financiers qui sont utilisés pour établir ce que nous utilisons en regardant la risque de la proposition, la déclaration concernant les montants en souffrance envers Sa Majesté et la déclaration de non-corruption. Ce sont des éléments qui sont nécessaires pour chaque demande, chaque formulaire de demande, chaque proposition. Merci. Et j'ai reçu une dernière question. Peut-on avoir comme partenaire local un ministère du pays concerné ou une municipalité? La réponse, oui, les 2 sont acceptables. Alors, le temps dont nous disposions est maintenant écoulé et nous mettrons fin à cette session. J'aimerais vous remercier de votre participation et vos questions. Nous sommes heureux de constater l'intérêt soulevé par cette séance diffusée sur le Web. Tel que mentionné par M. Sanson plus tôt, pour les réponses que nous n'avons pas pu vous fournir, elles seront affichées sur notre site Web, alors gardez l'œil ouvert. Nous y afficherons également les réponses aux questions auxquelles nous avons répondu aujourd'hui. Si d'autres personnes dans votre organisation ne pouvaient être présentes pour la séance d'aujourd'hui, veuillez prendre note que l'enregistrement de la séance sera disponible bientôt sur notre site Web. J'aimerais vous rappeler que si vous avez une question portant sur l'un des appels de proposition en cours présentement, vous devez la soumettre de la façon indiquée à la page Web de l'appel en question. Nous publierons ces questions et leurs réponses pour permettre à tous de les consulter. Nous sommes impatients de prendre connaissance de vos solutions les meilleures et les plus novatrices aux défis du développement mondial dans vos propositions que vous nous soumettrez. Nous vous souhaitons à tous la meilleure des chances. Merci.